Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude puisque je change un petit peu dans certains cas, comme celui-ci aujourd'hui, la méthodologie de test des ISO. Donc là, aujourd'hui nous allons tester la Clear Linux et je l'ai installée en dur sur une machine et je vous montre ici ceci, le résultat par bureau à distance. Si vous voulez savoir d'ailleurs pourquoi est-ce que je suis sur Windows aujourd'hui et non pas sur Linux, c'est tout simplement une histoire assez longue que je pourrais vous raconter en fin de vidéo si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir vers la fin si jamais ce passage-là vous intéresse, c'est une épopée assez drôle. Du coup, je tenais donc du coup à vous montrer cette distribution puisque c'est vraiment particulier. C'est vraiment, je sais pas, quand je l'ai testé pour la première fois, j'ai été assez surpris de la qualité de cette distribution si peu connue et si peu mise, on va dire, sur le devant de la scène. Alors bien évidemment, ce n'est pas conçu pour tout le monde. Ça ne remplacera pas une Fedora, ça ne remplacera pas une OpenSUSE, ça ne remplacera pas tout ce genre de trucs-là. En revanche, pour certains cas, c'est vraiment pas mal du tout et vraiment très 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 bien foutu. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand vous arrivez sur le site et que donc du coup vous voyez un petit peu comment c'est foutu, que vous avez bon, les news ici c'est pas vraiment ce qui est le fort de la distribution puisque ça on voit des news qui datent un petit peu et que là 2020 ouais très bien. Après depuis il n'y a peut-être pas eu non plus de grosses évolutions certes, mais voilà, à ce niveau-là en tout cas c'est pas ouf. Donc là il est indiqué ici quatre grands points. Donc conçu pour l'efficience, donc de la distribution. Donc 90% des composants qui sont empaquetés par un outil qui rend les paquets consistants et cohérents les uns entre les autres. Donc par rapport à 4000 composants dans la distribution. Alors je ne suis pas trop content par stateless concept. Ah bah si, il l'indique juste en bas, c'est tout aussi con que ça. Séparation entre les fichiers utilisateurs et les fichiers système. Pour la customisation plus simple, donc ce qui est indiqué ici, un management, une gestion plus facile aussi. Bon, ici on vous parle en gros d'un bot qui scanne les CVE, donc les bulletins de sécurité officiels en gros, qui sont patchés automatiquement et que après les mises à jour sont disponibles. Parlons-en justement des mises à jour. Les mises à jour, vous vous dites là on est sur un GNOME, donc on va aller sur GNOME Software, n'est-ce pas? Vous allez dans mise à jour ici, il n'y a jamais eu de mise à jour qui s'est affichée ici, jamais. Ah, ici vous avez les paquets installés qui s'affichent correctement, donc vous voyez un petit peu tout ce que j'ai installé. Et que j'ai utilisé la distribution un certain temps quand même, j'ai fait quelques carabistouilles avec. J'ai même monté une vidéo dessus. La vidéo sur le Dell notamment, sur XP, elle était montée sur cette machine-là. Donc comme je faisais à l'accoutumée quand j'avais Arch sur cette machine, ou comme je faisais à l'accoutumée quand j'avais plein d'autres distributions. Ouais. Ce PC a connu pas mal de distros. Il ne les a pas toutes connues par rapport au HP que j'avais avant, mais ce Dell-là, ce Dell Latitude E6420, on aura connu pas mal. Si d'ailleurs une vidéo vous intéresse sur cette machine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai prêt à vous la faire. En tout cas, tout ça pour dire que ça manque cruellement à ce niveau-là de simplicité. Mais finalement, est-ce que ça serait peut-être pas mieux de vous parler donc du coup du système de mise à jour qui fonctionne sur cette distribution parfaitement bien. Donc là, vous faites un sudo swd upd update, vous entrez votre mot de passe. Parlons-en justement du mot de passe. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel mot de passe. Par exemple, le mot de passe avec la barre espace, ça ne fonctionne pas. Il me demande de mettre un mot de passe beaucoup plus long. Donc du coup, j'ai mis un autre mot de passe et un autre bug que je rencontre, donc qui est commun généralement au base Gentoo de ce que j'ai cru comprendre, avec GDM, puisque GDM est le gestionnaire de connexion utilisé dans cette distribution. Oui, on saute beaucoup du coq à l'âne dans cette vidéo, mais c'est important. GDM, donc, a le fameux bug du clavier QWERTY, alors que tout le reste du système est en AZERTY. Donc, du coup, quand je rentre le mot de passe, des fois, je me fais avoir et je l'entre comme sur un clavier AZERTY, tout ce qui est de plus classique, et il ne le prend pas, puisque quand j'appuie sur le petit œil pour afficher le mot de passe, il me montre quelque chose de complètement différent, comme si ça avait été tapé en QWERTY. Donc du coup, on prend l'habitude et puis c'est pas compliqué, mais je pense que c'est vraiment un bug de GDM, puisque d'autres distributions ont ça également, certains l'ont patché avec des versions modifiées, mais je trouve quand même extrêmement inadapté que GDM, donc un composant majeur de GNOME, puisqu'il est nécessaire pour GNOME, pour qu'il fonctionne correctement, parce que l'IDM fonctionne bien avec GNOME, mais c'est pas aussi bien.
je suis désolé, mais ça ne marche pas aussi bien. À part peut-être avec l'intégration d'Ubuntu, peut-être. Mais en tout cas, il y a plein de distributions qui ont GNOME et qui utilisent GDM. Ça fonctionne sur certaines, ça fonctionne pas sur d'autres. Allez savoir pourquoi. Voilà, et c'est un bug récurrent puisque Adrien Illustrix en avait parlé dans certaines de ses vidéos et même sur d'autres canaux de discussion Telegram notamment, il a pu en parler. Voilà. Le réel problème ne se situe pas là, tout simplement. Vous faites un swp update, il vous fait des mises à jour, sinon vous faites un check-update. Vous retapez le mot de passe. Voilà, s'il veut bien se rentrer, c'est bien le bon. Donc là, il nous dit qu'il n'y a pas de nouvelle version. Mais voilà, donc les versions s'appellent comme ça. Donc, et là, j'étais à la 34740 tout à l'heure et je suis passé à 34760. Vous faites un uname-a, vous remarquerez que le kernel est relativement récent, voire même le dernier, je pense. Kernel.org. Vous allez ici. 5.12.12, voilà, bon, on est au 5.12.11. 06.18, donc c'est sorti aujourd'hui. Donc bon, le kernel sera peut-être mis à jour dans les jours qui viennent. Enfin, il y a peut-être quelques jours de décalage à ce niveau-là. Voilà. En ce qui concerne les paquets maintenant, parce que c'est un point qui est un petit peu... donc ici, vous avez donc le store en quelque sorte. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de flatpaks qui sont proposés ici. C'est tout à fait normal. La distribution intègre les flatpaks par défaut. Avec FlatHub et tout fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et vous voyez qu'il y a beaucoup. Par exemple, ici, vous avez aussi des bundles. Donc ça, c'est dans les dépôts de la distribution. Par exemple, amateur-radio ici. Donc vous avez tout un bundle, donc tout un ensemble de paquets. Et vous pouvez savoir ce qu'il y a dedans ici. Donc notamment tout ceci. Donc avec les paquets. Donc ça c'est les bundles inclus dans le bundle. C'est un peu compliqué. Le bundle dans le bundle. Et les paquets qui sont proposés avec. Vous avez par exemple les librairies pour faire du ham, SDR, mini modem. Bah bon, vous avez beaucoup de choses qui sont proposées. Et certains paquets, s'ils sont déjà là, ils sont déjà là. Oui, d'ailleurs ici, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Copyright Intel, donc c'est une distribution qui appartient à Intel, mais qui est comment s'appelle en quelque sorte tout à fait pertinente à tester puisqu'elle est optimisée pour les machines Intel. Et c'est donc là d'ailleurs pourquoi que je l'ai installé sur cette machine là et non pas sur mon PC AMD en dur. Mais des logiciels ici vous en avez plein, donc forcément le fait qu'il y ait des flatpaks ça permet de démultiplier assez rapidement le nombre de paquets. Vous avez également Ansible ici qui peut être pertinent, donc pour déployer des fichiers de conf, des recettes en quelque sorte sur des centaines de machines en même temps sans vous poser de questions. Une fois que votre recette est prête et elle est au cordeau, vous pouvez la pousser sur des machines sans avoir à installer quoi que ce soit sur le serveur en question. Donc, le bundle, pareil ici, il indique ce qui est dans le bundle. Donc il y a quelques paquets et c'est tout. Voilà, concrètement c'est tout. On y revient ici donc sur le about, puisque je ne vais pas vous montrer tous les paquets non plus qu'il y a. Mais bon, ils sont sur IRC, ils ont un forum, ils ont une liste de mailing, vous pouvez les contacter ici aussi directement. Bon là il nous dit qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas d'application pour faire de la messagerie. J'ai dû désinstaller Thunderbird, je pense. Allons voir ça. Thunderbird. Oui voilà, Thunderbird n'est pas installé. En tout cas voilà donc les optimisations Intel, donc comme elles sont indiquées. Donc, les librairies supportant la VX 512 d'ailleurs, c'est assez pertinent ça, vous gagnez quand même largement en performance sur les processeurs qu'ils supportent. Donc généralement c'est les gros Xeon ou récents ou les Intel Core vraiment récents qui le supportent. Mais bon, comme ça vous le savez. Donc, First AVX 512 AVX 512 CPU. Si je tape correctement, c'est mieux. Voilà. Donc, in the first generation Xeon, j'ai cru voir ça quelque part. Are implemented proposed by Intel in July 2013. Donc en juillet 2013, ça a été intégré ça a été intégré donc sur la 6e génération des processeurs HEDT.
donc les processeurs conçus pour les plateformes pro et non pas les plateformes pour particuliers, comme ça vous le savez donc. Mais pas les i5 6740X et i7 7740X sont vraiment les entrées de gamme. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de documentation ici, donc il vous explique un petit peu comment ça se passe avec toutes les différentes fonctions qu'on peut donner à l'application et tout ce qu'on peut demander au processeur, donc les différents calculs mathématiques accélérés. Donc vous en avez pas mal. Et donc du coup, c'est, on va dire, la suite du SSE comme il est indiqué ici. Voilà. Bon, petit aparté, inutile ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, donc du coup, ici, vous voyez par la suite toutes les différentes graphiques et infographies marketing que Intel veut bien nous montrer. Et concrètement, voici ce que cela représente. Donc les mises à jour sont vachement ouais, incrémentielles, ouais. Alors les mises à jour par défaut également. Alors ça, je suis pas vraiment d'accord puisque moi je ne les ai pas eu par défaut. Pourtant, je les ai bien activés. Enfin, je vois pas trop où est-ce qu'on peut les activer en fait. Donc il y a un peu de télémétrie aussi qui est totalement optionnelle et qui est proposé à l'installation. Moi, il me semble l'avoir coché. Parce que bon, je me dis que pas vraiment de raison de ne pas le cocher. On a bien un GNOME 40. Et la plupart des applications que j'ai installées donc, du coup, sur la machine sont en Flatpak. Donc s'il y a si peu d'icônes ici qui apparaissent, c'est tout simplement parce que les icônes sont en bas ici. Oui, j'ai joué à Minecraft avec la clé Linux en Flatpak, et cela fonctionne. Cela fonctionne pas trop mal d'ailleurs. Mais bon, par exemple, j'ai installé... Bon, ça, Totem, il me semble que c'est un paquet qui est proposé par la clé Linux et qui fonctionne particulièrement mal de mes expériences, puisque déjà, il met une trouzaine de temps à se lancer. Et il se passe rien. Bon, après, j'ai éléments, moi, HTOP, donc du coup, parlons consommation de RAM. Là, forcément, on est à 2 Go. Mais bon, si je ferme Firefox, si je ferme ceci, là, là, déjà, on redescendrait très très vite à 1 Go. Si on fait sort by percent même, on voit que bon, là, c'est Gnome Software qui consomme pas mal en l'occurrence. Consomme du coup 2,4%. Mais après, bon, tout un tas d'autres bordels qui consomment. Bon, bien sûr, il y a Evolution qui tourne. Il y a pas mal de trucs qui tournent, mais au démarrage, j'ai déjà réussi à me retrouver plus ou moins. Ah ben voilà, le user télémétrie, il est là, le journal probe. Donc c'est un user à part. Il a l'air de ne faire que ça. C'est une distribution système D d'ailleurs, qui est indiquée ici. Donc vous avez quelques petits services qui tournent, donc notamment là, on vient de voir TimeSync D. Mais là, plus ou moins, avec une distribution qui tourne depuis quelques heures. Alors là, c'est marqué 27 minutes, mais c'est parce que la machine sort de veille, mais je m'en sers un coup, je fais un autre truc après. Et on est à 27 minutes d'usage, mais je l'ai mis en veille, je l'ai réouvert. Enfin bon. Et j'ai bossé un petit peu dessus, j'ai fait quelques petits trucs avec. En tout cas, ça fait maintenant 2 semaines que je me sers de cette distribution-là et que je remarque que concrètement, bon, je suis pas fan de GNOME, ça, vous le savez. Je suis vraiment pas fan de GNOME du tout même. Mais ça fonctionne. Donc si on fait pareil avec un petit free-m d'ailleurs, c'est vraiment un idée, parce que je pense qu'il doit consommer aussi un petit peu. PTH. Là, c'est marqué plutôt 796 mégas. Donc, bon, si vous comptez ici. D'ailleurs, il y a un swap de 64 mégas qui se met en place sur la VM, qui s'est rempli d'ailleurs assez vite quand j'ai fait le montage vidéo l'autre jour, qui était assez drôle, parce que 64 mégas de fichiers d'échange, c'est vraiment rien du tout. Et je pense qu'il devrait proposer un petit peu plus, ou alors carrément une commande. Ou bon, après bien sûr, vous pouvez faire un fichier d'échange au lieu de faire une partition. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui est le cas. Si jamais vous voulez, voilà, donc, pour le fichier d'échange, simplement vous allez chercher sur internet, vous tapez, et je suppose que d'ailleurs il va me le proposer, fichier d'échange Linux. Oh, t'as tapé carrément Clear Linux. Pareil, il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose. C'est pas impossible d'ailleurs, hein. Ou alors c'est valable pour toutes les distributions Linux qui utilisent système D et autres. Voilà, donc là par exemple ici vous avez, donc là pareil, il a fait un free tirage, swap on, tirer show.
Donc là, en l'occurrence, oui, voilà, c'est un fichier tout c'est peut-être plus con, dans slash var slash swapfile. Et puis vous pouvez ici le réduire ou l'agrandir, je suppose. Voilà, c'est tout aussi con que ça. Si vous voulez faire un... Voilà, vous pouvez l'agrandir, bien sûr. C'est vraiment aussi con que ça, et c'est valable pour toutes les distributions. Je pensais qu'il y avait quelque chose de particulier sur celle-ci, mais finalement, non, c'est toutes les distributions Linux qui l'intègrent. Alors, parlons un petit peu des sujets qui fâchent. Donc, au niveau des extensions par défaut sur GNOME, vous n'avez pas grand-chose à part vraiment les trucs de base. D'ailleurs, rien n'est coché par défaut, c'est pas moi qui ai décoché ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas coché. D'ailleurs, ici, vous êtes obligé d'ouvrir ici, Removable Drive Menu, Best Places Status Indicator, j'aime bien l'avoir aussi. Native Window Placement. Bon, ça, par contre, ça ne corrige toujours pas ici. Après, même sur un écran 1080p, ça fait pareil, j'ai envie de vous dire. Application menu. Auto Move Windows et autres, quoi. Donc ça, après, j'aime bien laisser cocher. Launch New Instance. C'est généralement. Alors, je sais plus où est-ce qu'il le propose, mais je crois que c'est par ici. Non, non plus. Par exemple, sur une application ouverte, si vous pouvez pas ouvrir une nouvelle instance. Ah, bah, oui, c'est sûr qu'il est décoché aussi. Oui, 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 voilà, nouvelle fenêtre. Après, bien sûr, tout ça, ça augmente la consommation de GNOME, mais bon, ça rend l'OS aussi vachement plus utilisable au quotidien, puis vachement plus pertinent à être utilisé, clairement. Mais sur ce, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la distribution. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je pense que ça mérite un petit peu de jeter le coup d'œil sur cette ISO, qui est vraiment... Alors par contre, à l'installation, petite bizarrerie, l'installateur est en anglais, vous passez en français après l'installation. Donc ça, c'est un petit peu particulier. L'installateur est en anglais, vous choisissez tout ce que vous pouvez choisir en français pendant l'installateur, et il vous passe après le tout en français. Mais vous risquez d'avoir des petits problèmes avec le mot de passe, puisque le clavier, l'installation est en QWERTY et autres, donc n'hésitez pas à choisir des trucs un petit peu plus simples. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine.